Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Merci. À l'époque, ce style cash et sans ambiguïté détonnait dans le paysage. Alors la communication de Nicolas Sarkozy a-t-elle changé les codes? Pourquoi les socialistes s'en sont peu démarqués et quels ont été les changements que les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, mais aussi le quinquennat et les primaires ont induit en 15 ans? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, ces 15 dernières années charnières en matière de communication, eh bien une émission spéciale pour les 15 ans de Public Sénat avec 4 invités, 4 témoins directs de ces années charnières en matière de communication politique. Bonjour, alors Christian Gravel tout d'abord. Bonjour. Vous êtes patron du SIG, service d'information du gouvernement, qui aide à élaborer la communication gouvernementale. Et avant ça, vous avez travaillé à la communication de l'Élysée, à la mairie d'Evry avec Manuel Valls, après avoir fait vos débuts à Matignon, sous Jospin. C'était il y a 15 ans. Jean-Luc Manot, alors vous, il y a 15 ans, vous étiez encore journaliste, un directeur de François. Depuis, vous conseillez les politiques, notamment NKM, avec votre société Only Conseil. Claude Posternac de l'agence La Matrice. Vous êtes, vous, un proche de Martine Aubry que vous avez conseillé dans des moments importants pour elle et le PS. Et enfin, Elisabeth Chavelet de Paris Match, un hebdomadaire incontournable pour les politiques. Alors, vous êtes à l'origine de photos mémorables. On y reviendra dans l'émission. Mais d'abord, repartons du début. En 2002, à l'époque, Nicolas Sarkozy est nommé ministre de l'Intérieur et fait nouveau à l'époque, eh bien, il passe sa première nuit dans les commissariats suivis par les caméras. La visite devait s'effectuer loin de toute caméra. C'est que l'image est symbolique. Un ministre de l'Intérieur reçu dans une brigade par des gendarmes au garde à vue. La visite incognito se transforme en convoi dans les rues de la petite commune. Après les commissariats de Saint-Ouen et Bobigny, où son convoi essuiera quelques jets de pierre, Nicolas Sarkozy s'est rendu à Villeneuve-la-Garenne, puis enfin dans le 17e arrondissement de Paris. À bord d'une voiture de la police urbaine de proximité, Nicolas Sarkozy assiste à une opération boulevard Bessières, et c'est de loin que le ministre observe le contrôle des prostituées par la BAC. Voilà, incognito, dit le commentaire. Alors, c'est évidemment une définition assez personnelle de l'incognito. On a quand même cru voir quelques caméras, des caméras à qui il fait des confidences atypiques un an plus tard sur le plateau de France 2. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Merci. Voilà, et ce style perdurera une fois à l'Élysée, ainsi en 2008, quelques semaines après sa rencontre avec Carla Bruni et la publication de photos du nouveau couple, eh bien, il évoque sa liaison lors d'une conférence de presse. Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais ce n'est pas le JDD qui fixera la date. Voilà, alors il y a peut-être des phrases prémonitoires dans ce qu'il dit. Mais d'abord sur les phrases, avec Carla c'est du sérieux, la phrase est restée. Comme la déclaration sur la présidentielle, j'y pense, pas comme Grazan. Alors Christian Gravel, en préparant l'émission, vous me citiez ces moments. En quoi ont-ils changé la communication ? Il faut rappeler le contexte. Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur depuis un an. Les choses se passent plutôt bien. Et il suscite beaucoup d'intérêt des médias, puisqu'il s'est positionné à plusieurs reprises avec quelques allusions. Et là, il décide de faire son coming out à l'occasion de cette émission. Sur France 2, là, sur France 2, avec le 100 minutes pour convaincre, en clarifiant les choses. Et finalement, la force de Sarkozy, on sait bien que la com est vraiment au cœur de sa matrice, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, c'est d'incarner un nouveau style, qui lui permettra plus tard, au passage, de réaliser l'exploit en étant au sommet d'une équipe gouvernementale pendant des années, aux côtés de Chirac, d'incarner le renouveau. Oui, de faire c'est quand même assez atypique et assez intéressant comme expérience. C'est le parler vrai, c'est
dans un environnement où la langue de bois est régulièrement généralisée, il dit les choses telles qu'il le pense. Et encore une fois, cette simplicité des mots, cette authenticité marque les esprits et correspond finalement à des attentes des concitoyens, des électeurs dignes du XXIe siècle, quoi. Et alors du coup, après, c'était plus possible de faire autrement. Jean-Luc Manot, vous aussi, vous citiez ces moments hein, comme étant emblématiques, notamment la tournée dans les commissariats. Effectivement, maintenant, ça paraît banal, mais à l'époque, c'était très atypique. Oui, Sarkozy va développer un mode de communication qui est en rupture. Et en réalité, le mot rupture caractérise tout son parcours. Il va même faire l'exploit, finalement, à cette période-là. On s'en souvient mal, ça fait longtemps, mais il va organiser pour cette campagne électorale, pour préparer la présidentielle, la rupture avec lui-même. À deux égards. D'abord, il est membre d'un gouvernement dont il est censé être solidaire. Et le premier jour où il arrive, nommé par Chirac, il va expliquer que Chirac est nul. Ça va être une constante pendant tout le mandat. Il ne le redira pas comme ça, pour le coup. Non, naturellement. Je précise. Il va le faire avec plus de précaution, même si la précaution n'a pas toujours été sa manière de dire bonjour. Et puis, c'est la rupture, on va le voir au moment du début de la campagne, c'est ce qui se prépare là. J'ai appris, je suis différent, je ne suis pas le même. C'est le grand discours fondateur. Donc oui, il y a toute une structure qui est organisée autour de l'idée de la rupture. C'est très fort en politique et c'était à l'époque assez rare parce qu'on était plus dans le changement, dans la continuité, malgré tout. D'accord. Et alors c'est vrai qu'après, en 2012, voilà, les socialistes ont expliqué qu'ils allaient faire autrement, à rompre avec cette communication, voilà, cette rapidité, cette communication toujours en réaction aux événements. Et puis finalement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une erreur d'appréciation en 2012, voilà, en pensant qu'on pourrait changer la communication ? Oui, je ne sais pas les uns les autres qui veulent réagir. Moi, je veux bien réagir, mais parce que je pense qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est l'hyper. Il inaugure l'ère de l'hyper-présidence, hyper-ministérielle. Et finalement, au fond, les socialistes se sont rendus compte qu'un président de la République, dans les institutions actuelles, on voit que lui, il est obligé d'être partout. Donc, c'est la mort du président normal. D'accord. Et donc, voilà. Ça a été une erreur, alors, d'appréciation. Moi, je pense. Ouais, vous pensez ? D'abord, moi, je pense que ce soit la droite ou la gauche, elles se sont constituées sur deux mensonges. Le mensonge de la droite, c'était la rupture. La rupture, c'était une nécessité de positionnement par rapport à Sarkozy. Sarkozy, il devait être dans l'opposition pour gagner. Il fallait être en rupture absolument avec ce qu'a été Chirac. Avec Chirac, oui. Simplement, la rupture au pouvoir n'a pas eu lieu. Sur le même mode, le Parti socialiste a fait le changement. Et de la même façon, alors différemment, on y reviendra sur le changement. Mais différemment, le changement n'est pas au rendez-vous. La rupture n'était pas au rendez-vous, donc on voit que c'est vraiment la com, et le changement était véritablement. Mais est-ce que c'est possible en fait de changer? D'ailleurs, on dit beaucoup que Manuel Valls s'inspire en permanence. Voilà, il fait aussi du Sarkozy, il communique comme Sarkozy. Alors, est-ce que ça vous paraît exact? Et puis, est-ce que c'est possible de faire autrement finalement? Valls fait du Valls, comme dirait le président. Depuis des années que j'ai la chance de le suivre, je constate que sa communication est liée aussi à une personnalité. Que ce soit Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, d'une certaine manière, ils ont compris deux choses. C'est que la communication, aujourd'hui, c'est surprendre. C'est d'essayer de cranter. C'est de fixer l'agenda politique. Cranter, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est d'essayer précisément de faire en sorte que vos actions, vos paroles permettent de fixer l'agenda politique et de ne pas subir l'agenda médiatique. C'est ce qu'a fait, on parlait de Sarkozy à merveille pendant les premières années de son quinquennat, Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est quand vous poussez la logique à l'excès. Et dans ces cas-là, vous arrivez dans une forme d'exhibition qui devient un moment indigeste pour les Français. Et on connaît la suite. D'accord. Ce qu'on a vu là chez Sarkozy, c'est la rupture est aussi dans les rapports avec les journalistes. Parce qu'on voit très bien que dans sa première conférence de presse où j'étais, donc j'ai assisté, cette espèce de forme d'agressivité qu'il a tout de suite vis-à-vis des journalistes. Parce que là, on voit une seule phrase où il dit, avec Carla, c'est du sérieux, mais il dit aussitôt, et c'est pas les journalistes qui fixeront la date, etc., etc. Oui, mais il y avait un passif quand même. Non, mais d'accord, mais c'est une forme d'agressivité qu'il a suivie après. Mais c'était pas ex nihilo. On sortait quand même d'une séquence Cécilia qui avait été extrêmement lourde, que lui avait besoin, j'allais dire, de se refaire une virginité. Oui, et puis se réapproprier aussi l'agenda et la maîtrise de ce que vous disiez de sa communication. Mais ça a duré quand même. Oui. Alors justement, on parlait de la rupture, il y a un domaine en tout cas, et de la continuité, on l'a vu après Nicolas Sarkozy, il y a un domaine en tout cas où on a assisté à une vraie rupture depuis 2012, et bien c'est celui des photos dans Paris Match, puisque ça fait des années que les politiques montrent dans Paris Match leurs facettes personnelles, notamment les
femme avec cette photo de NKM enceinte de son premier enfant dans une pose botticellienne. Je prends les photos marquantes de ses 15 ans ou celle de Rachida Dati, ministre de la Justice en robe Dior et bottes de cuir. Alors des images très glamour, totalement hors politique, dont la mode ne date pas d'hier. On se souvient de Ségolène Royal posant avec ses enfants ici à la sortie de la maternité, ou de Laurent Fabius, pourtant a priori moins porté sur la communication people, comme on dit, dans sa maison du Gers avec sa femme et au marché. C'était dans 2000, juste après sa nomination à Bercy. Alors on pensait que cette tendance était inéluctable. Et pourtant, surprise, eh bien en 2015, les politiques semblent avoir un peu changé leur fusil d'épaule, du moins ceux du gouvernement. Le dernier reportage sur Fabius concerne une réunion diplomatique fin 2014. Cette fois-ci, pas de femme ni de maison de campagne. Quant à Ségolène Royal, eh bien on la voit en février 2015 avec des photos très cadrées, très officielles. Bref, un changement total. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Elisabeth Chavelet, pour que voilà, Ségolène Royal change à ce point Laurent Fabius? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je crois que le principal changement, c'est la crise économique. Parce qu'en 2000, on voguait sur des croissances à 3-4%. En 2008, bon, tout ça, il y a eu une césure. Et donc, ça illustre très bien un changement. Je pense que les communicants aussi ont peut-être dit que dans ces périodes-là. Mais chacune de ces photos a une histoire. Quand vous voyez Laurent Fabius, c'est 2000, il a 53 ans, il est encore jeune, il vient d'être nommé à Bercy. L'année d'avant, il a été gracié par la Cour de la République. Donc, oui, sur les affaires du sur cette affaire assez injuste pour lui du sida, et il a envie de montrer, c'est son période un peu de jeune, il écrit un bouquin. Oui, il y a eu toute une période, effectivement. Etc. Donc voilà, donc il veut le montrer. L'autre photo que vous avez montrée, en fait, elle est beaucoup plus sioux que ce qu'on ne le pense, parce que c'est une photo, Fabius, il vit à 100 à l'heure, il est dans tous les avions, il a envie un peu d'une petite distraction, et aujourd'hui c'est la gastronomie. Mais il faut bien voir que, comme Clémenceau est le héros de Valls, lui, il a un héros, c'est Talleyrand, qui était un grand ministre. Et Talleyrand disait, je crois, il disait cette phrase, il disait « Le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est son cuisinier ». Oui, d'accord. Bon. Enfin... Et la gastronomie, non mais attendez, il fait coup double, parce que ça se passe au château de Saint-Cloud. Et c'est sa compagne qui l'a restauré sur des fonds privés. D'accord, mais ça se voit pas à l'image. Alors Jean-Luc Manot... quoi Non, mais je veux dire, c'est vrai que les photos paraissent effectivement, ce que d'ailleurs on disait en préparant l'émission, beaucoup plus professionnelles. Tout dépend du sens qu'on veut donner. Il n'a plus rien à prouver entre nous. C'est assez intéressant de regarder sur 15 ans toutes ces photos. Les quatre photos que vous avez montrées, c'est 4 échecs de communication. Les 4 premières. Les 4 premières. Ça, c'est vous qui dites. Oui, c'est 4 échecs de communication du point de vue. C'est des jolis coups journalistiques, mais c'est 4 échecs de communication pour les politiques qui sont là. Elles leur sont à tous, sans exception, revenues dans la tête sur mensonges, sophistication extrême, mise en scène, show-off, etc. Alors là, pas du tout. Donc, ils sont toujours preneurs de 4 photos dans Paris Match. Ce qui prouve, c'est que leur pas tellement revenu. Je ne veux pas défendre le truc. Évidemment qu'ils sont preneurs de photos dans Paris Match, pas les mêmes. A posteriori, vous dites que ça a été raté. Ces photos-là, elles sont ratées, et pour un certain nombre d'entre eux, elles restent des photos marquantes, mais négativement marquantes. Là, ça contribue à faire les légendes négatives d'un certain nombre de ces gens. Pourquoi les photos changent, et pourquoi celle de Fabius, aujourd'hui, est, dans le même journal, si je ne m'abuse, est parfaite? Parce que c'est au service dans sa fonction, au service des autres, au service d'une idée, au service d'un projet, et pas au service de soi-même, ou de la capacité à montrer qu'on arrive à porter joliment la robe. Quand vous regardez parce que voilà, Elisabeth Chavelet n'est pas d'accord sur le fait que ce sont des échecs. Non, mais je suis absolument pas d'accord, parce que je trouve que c'est totalement faux de A à Z. Mais ce que je veux dire, c'est que... non mais attendez, une seconde. Ségolène Royal, quand elle fait ce reportage, elle a 38 ans, elle met son 4e enfant au monde, Flora. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'interview? C'est typique de sa communication qui est très ciselée. Elle explique, elle dit « Moi, voilà, je suis l'image d'une France qui change. On peut être à la fois femme, jolie, mère de famille, avoir une profession, et c'est ce que j'illustre. » Elle le fait très bien, et elle ajoute « Je suis une mère de famille, donc j'ai le sens de l'urgence dans mes fonctions. » Mais c'est taillé... Vous voulez dire qu'à l'époque, avec le recul, ça peut paraître raté, mais dans le contexte de l'époque, c'était réussi. Très réussi dans le contexte de l'époque. Alors, vous avez répondu un petit mot de Christian Gravel. Peut-être que Manot est
du genre à dire que les femmes qui travaillent sont frustrées et ingénues. Non mais ça c'est assez facile, c'est tellement facile que c'est une ficelle qui a la grosseur d'une corde. Moi je pense qu'on peut avoir aussi l'élégance de reconnaître que des photos il y a 15 ans dans un journal peuvent avoir eu, même si c'est le sien, à l'arrivée, un effet négatif pour les gens, en l'occurrence, qui les ont acceptés. Rien de plus. On vous mettra pas d'accord. Un mot de Christian Gravel sur ces photos et sur aussi cette évolution de la communication, hein, parce qu'on a l'impression que c'est un peu, d'ailleurs pour le coup, impulsé par le gouvernement là, actuel et coordonné. Dans le cadre de la construction de l'image d'un politique, passer par un média comme Match fait partie du parcours initiatique. Et il y a des étapes comme celle-ci. Match fait partie de ces étapes-là. Donc il est normal que les politiques essayent, honnêtement, quand c'est pas le média qui vient les chercher, parfois essayent de pouvoir bénéficier d'un reportage ou d'un reportage photo, parce qu'on sait très bien que la force d'une image permet pour le coup, je parlais de cranter, de rester. De rester, voilà. Mais alors après, avec quel impact? Maintenant, il y a deux choses. On a vu deux types de photos. Il y a ce qu'on voit derrière vous, à côté, avec Ségolène Royal. On l'a vu avec son enfant en 92. On la voit ici avec le père. Voilà, ça raconte une histoire. C'est l'idée que, je crois que c'est le fond du papier, je l'ai lu rapidement. C'est évidemment le fait qu'elle soit totalement impliquée, à nouveau, contrairement à ce qu'on a pu penser à un moment, totalement, encore une fois, impliquée dans les dossiers la mère de la nation, État. se dit-elle. Je vous laisse la paternité de cette expression. Maintenant, on a vu d'autres photos. Ouais. On a vu d'autres photos. Non, il y a deux photos différentes. Il y a celle qu'on a vue avec NKM, Rachida Dati, où là, on est sur, à mes yeux, une forme de dérive un peu à la pipolisation, où ça n'apporte pas grand-chose en termes de récit, en termes de message. Oui, d'accord. On est juste sur de l'esthétique. Alors, objectivement, elles sont très belles, ces photos, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient en cohérence avec ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Mais alors vous pensez, voilà, c'est ça, c'est pour ça que ça a disparu. C'est pour ça qu'il y a un décalage qui peut y avoir. Parce qu'Elisabeth parlait d'un terme qui était juste, et on est rentré dans une période quand même de crise. C'est ça. Et les politiques essaient de trouver un équilibre entre d'un côté de la proximité, alors pour une raison simple, c'est qu'ils sont considérés de plus en plus comme étant hors sol, loin des préoccupations des Français, donc ils vont chercher de la proximité. Donc quand cette proximité est légitime, ça fonctionne. Si elle est posée, on peut friser aussi l'indécence et au moment des crises, qui sont aussi fortes que les nôtres, être dans une situation de distance parce qu'on joue un rôle, ça ne fonctionne plus. Alors justement, pour terminer sur ces histoires de communication personnelle qui ont marqué ces 15 ans, alors vous me citiez un exemple en préparant l'émission, c'était l'exemple de François Fillon. Alors là, c'est un cas assez atypique parce que c'est quelqu'un d'habitude très discret, mais qui là, à l'été 2013, pourtant c'est déjà la crise, si je ne me trompe pas, eh bien s'affiche en famille dans son manoir de la Sarthe, alors avec des photos un brin vieille France, avec la belle maison, le thé, les enfants en polo et le cheval, des photos qui lui avaient valu des sarcasmes sur le thème, voilà, il est dans sa gentilhommière. Et François Fillon avait répondu à la radio. On l'écoute. J'ai pas l'habitude de cacher ce que je suis. Je n'obéis pas à des stratégies de communication. Je ne suis pas comme certains qui ont des villas sur la Côte d'Azur et qu'on ne voit jamais en photo dans les villas qu'ils possèdent sur la Côte d'Azur. Est-ce que vous ne prenez pas le risque que les Français ou les caricaturistes vous disent c'est François Balladur? Je prends simplement plein de risques, mais je veux que ce soit que mon engagement politique soit basé sur la vérité. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il donne plein d'explications en fait, qu'on n'a pas évoquées jusqu'à présent. Et puis sur cette obligation finalement d'opération transparence aussi, on l'avait vu avec Anne Hidalgo, voilà, quand elle a été candidate à la mairie de Paris. Est-ce que c'est pas un argument, ça, de se dire on fait une opération transparence aussi? Est-ce que vous la trouvez d'ailleurs réussie? Oui, c'est une vieille recette des campagnes américaines. C'est-à-dire, je sais sur quoi ça va cogner, donc je vais prendre l'initiative et je vais y aller d'abord. Mais encore une fois, on voit bien que le résultat immédiat de cette stratégie-là n'est pas couronné d'un succès, en tout cas pas de succès immédiat. Et dans le cas de Fillon, pas de succès du tout à long terme. Oui, alors Elisabeth Chablais, oui, c'est-à-dire que pour vous, en clair, si je comprends bien, ça s'est fait au début, si on est sur ces 15 ans, ça s'est fait jusqu'à 2013-2014. Là, pour vous, c'est quelque chose qui non, mais on peut imaginer. Non, on peut imaginer que ça. Moi, je crois que la communication, de manière générale, les photos, les films, les images, l'instrumentalisation de ces enfants à 3 jours de la naissance, etc. Je crois que c'est mort.
Voilà, je pense que c'est mort. Et je pense que, pour une raison qui est fondamentale, qui a été abordée tout à l'heure, on est dans une situation de crise. Les Français n'ont pas envie que les politiques leur fassent des risettes. Ils ont envie de résultats. Et il faut donc les montrer au travail. Alors, Elisabeth Chablé, parce qu'en préparant, vous disiez aussi là où ça a pêché, c'est pas tant dans les photos que dans sa réponse, en fait. Non, mais en fait, François Fillon, il a mis 1 an à accepter ce reportage. Hein. Ça a été très long. Mais il voulait montrer comment il vivait. Et sur ce, il n'a rien caché. Il n'a pas fait de mise en scène, à savoir qu'on voit un type c'est un bourgeois de province. Oui, on n'est pas dans les photos évoquées tout à l'heure. Non, mais mise en avec scène, des enfants Dior, qui sont etc. tous avec des Lacoste, ils sont tous bien sur eux, etc., etc. Mais qui veut-il viser? Il ne veut pas viser le bobo socialiste du Marais. Hein. Ce qu'il veut viser, c'est les cathos de Mayenne et compagnie. Vous tournez etc. vers Jean-Luc Manot en disant ça. Oui, bon. Voilà. Bon. Mais après, si je dois choisir, je préfère être de ce côté-là que du côté des cathos de Mayenne. Hein. Je n'aurai pas de doute là sur la question, ça ne me dérange pas. Là, à mon avis, comme c'est quelqu'un qui finalement est assez réservé, très pudique, bon, là où quand on lui dit vos châteaux, moi j'y suis allée, son château, il ne vaut pas le prix d'un 50 mètres carrés à Paris. Donc il a mal répondu. Il a quand même il n'est pas sur des bateaux. Il aurait dû dire, moi je ne vais pas comme vous sur des bateaux, je vais en canoë sur une petite rivière avec mon fils. Donc en clair, le problème, ce que vous dites, c'est que pour vous, ce style de photo n'est pas mort, mais c'est qu'il faut l'assumer. Mais il l'assume, mais il l'assume pas jusqu'au bout parce que c'est quelqu'un de trop. Il n'est pas flamboyant dans ses réponses. Il aurait dû l'être. Le problème de François Fillon et autres, il est en distorsion par rapport à ce que vivent les. La photo est superbe. Hein. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Il est en distorsion avec ce que vivent les gens au quotidien. Alors, il y a peut-être aussi un autre phénomène, c'est qu'avec l'apparition de Twitter, aussi aujourd'hui, beaucoup de politiques font directement leur communication via les réseaux sociaux. Ça, c'est une tendance assez nouvelle, comme Barack Obama, qui poste une photo où il enlace sa femme au lendemain de sa réélection, avec cette simple phrase « for more years », ou François Hollande, qui au lendemain du premier tour remercie lui-même ceux qui l'ont placé en tête de la présidentielle. Alors, ce mode direct, ça a changé la communication politique et la manière aussi de faire de la communication personnelle, parce que Barack Obama, il est avec sa femme, là, il enlace sa femme, c'est du people, non, comme on dit. Ces tweets incarnent le changement réel de communication, on change de paradigme. Et la révolution numérique, elle se joue, et évidemment, elle a un impact évidemment sur la communication politique. Aujourd'hui, dans cette profusion médiatique, dans cette espèce d'ébullition perpétuelle d'informations, on parlait tout à l'heure des éléments qui caractérisent les 15 dernières années. Voilà, l'accélération du temps, encore une fois, a été évoquée. Là, pour le coup, la donne au niveau médiatique a été bouleversée ces dernières années. Chaîne Info et justement Internet. Et alors, en quoi ces tweets répondent à l'accélération? L'avantage phénoménal de l'utilisation des réseaux sociaux pour les politiques et de pouvoir passer au-dessus des médias et de pouvoir envisager une stratégie qui permet de s'adresser aux médias, mais d'abord aux citoyens, et en l'occurrence aux électeurs. Là, en l'occurrence, vous avez parlé du tweet d'Obama, il n'a pas fait de communiqué de presse, il a envoyé simplement ce tweet. La proclamation des résultats se fait par ce tweet et par cette image. L'avantage que vous avez quand vous êtes du côté de la communication, c'est que vous maîtrisez absolument tout, le message et l'image. Là, vous avez un impact où Obama, on le sait, évidemment, est une référence pour beaucoup. Vous avez la sincérité. Vous avez en tout cas l'apparence d'une authenticité. Oui, j'allais dire, en quoi c'est plus sincère de faire un tweet où on enlace sa femme que d'aller poser en enlaçant sa femme dans Paris Match. Bien évidemment. Quoi ça change? Bien évidemment. En tout cas, il a compris une chose, et ses équipes ont compris une chose, c'est que la communication, c'est aussi une affaire d'émotion. L'idée la communication, c'est pas simplement l'idée d'inoculer des informations. Ça, pour le coup, c'est une conception à l'ancienne, si je puis me permettre. Là, il s'agit de transmettre. Et dans la transmission, l'émotion permet de faire passer le message d'autant mieux. Voilà. D'accord, parce qu'on est dans l'instant, parce que c'est l'émotion de l'instant, c'est ça. Parce que vous qui êtes très critique sur les photos, vous n'êtes pas sur les tweets. Non, mais moi je crois en politique, en communication, à un mot-clé, qui est le mot légitimité. On peut tout faire si c'est légitime. Et là, c'est parfaitement légitime. Il transmet une émotion, personne ne doute qu'il la ressente au moment du résultat, puis il donne une sacrée information malgré tout, parce qu'il annonce sa réélection. Ça donne aussi, je trouve, de la sécurité. Alors, elle est relative, parce qu'il peut y avoir des dérives. La sécurité, j'allais dire le contraire, de la sécurité à celui qui reçoit. Parce que dans une certaine mesure, il y a une forme de traçabilité. Il y a une sorte de principe de précaution qui est, c'est signé, je sais d'où ça vient, donc même si c'est pas le type ou la politique qui l'a écrit directement,
En gros, c'est quand même approuvé par. Et donc, il y a une forme de relation plus confiante qui se crée dans cette condition. Juste une petite réponse technique aussi à une photo de ce type-là. Il faut savoir que Barack Obama est suivi par un photographe du matin au soir, et à peu près 200 photos qui sont prises chaque jour. Voilà, c'est plus facile pour Barack Obama que pour n'importe quel politique et chaque fin d'année, vous pouvez retrouver dans la presse américaine la sélection du photographe, visé bien sûr par la Maison-Blanche. Vous voyez les 100 meilleures photos. Et bien évidemment, ce sont des summums d'émotions, de cadres, de tendresse, avec, vous avez tout à fait raison, avec une légitimité, c'est-à-dire que bien évidemment c'est pas une photo posée, il est là à ce moment-là, donc dans le côté instantané, même si c'est très américain, il y a un côté instantané qui donne la légitimité. Il suffit de voir le nombre de retweets d'un tweet de cette valeur-là, ça veut dire que ça a une résonance. Pour revenir plus globalement, Sarkozy était dans la génération du zapping, c'est pour ça qu'il avait besoin d'être là en permanence pour être dans le zapping. Aujourd'hui on est dans une nouvelle génération, c'est une génération où il y a un tuyau qui dégueule du matin au soir de l'information, et il faut être absolument dans le tuyau, parce que le tuyau dégueule tellement vite qu'il faut, il faut mettre la main, et Twitter sert à ça. Simplement, aujourd'hui, il y a encore plus ou moins de succès, et parfois, effectivement, trop de messages. Il y a d'abord un décalage, c'est qu'il y a un retard des politiques par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire dans le côté de professionnalisation qui permet, la professionnalisation, ça permet justement de paraître totalement instantané, totalement légitime. Effectivement, sur ces images. Moi, je dis aussi qu'il faut que les politiques, maintenant on les rend chaque semaine, qu'est-ce qu'il y a le plus, qu'est-ce qu'il y a le moins tweeté, fassent aussi un peu attention, parce qu'il y a des tweets dangereux, hein. On l'a vu. Alors puis, justement, vous me faites la transition là parfaitement. Vous réagirez. Voilà, on s'est mis d'accord, nous aussi. Ça paraît spontané, c'est comme les tweets d'Obama. Alors, une émission co-présentée. Voilà, parce que ces tweets et ces réseaux sociaux posent des problèmes de communication. Hein. C'est comment y répondre aussi. Faut-il les intégrer dans le jeu politique ou faire comme s'ils restaient marginaux? Cette question s'est posée au lendemain du fameux tweet de Valérie Trierweiler. À l'époque, je le rappelle, Ségolène Royal, mère des enfants du président, on a vu les photos d'ailleurs, et candidate aux législatives face à Olivier Falorni, candidat PS dissident. Et là, ce qui est intéressant, c'est pas tant le tweet que la réponse qui a été faite à ce tweet par Ségolène Royal, le président, le Premier ministre, etc. L'étonnement est d'autant plus grand que la compagne de François Hollande s'engage le jour même où le président de la République apporte son soutien officiel à la candidate. À La Rochelle, une seule ligne de conduite est décidée face aux questions. Il ne faut pas en faire un événement. Ça vous choque ce soutien? Je ne m'exprime pas là-dessus, je dirais chacun dit ce qu'il veut. Moi, ce qui m'importe, c'est la position du président de la République. Je pense exclusivement aux Rochelais, à la bataille que je conduis ici, qui est difficile à cause des divisions. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Interrogé à la... C'est facile, mais c'est de bonne guerre. Non, il marque le quinquennat parce que il marque un moment incroyable où, dans une période de crise, vous avez besoin d'une main qui soit une main ferme pour tenir. Mais comme quoi, la communication n'est pas toujours si contrôlée que ça sur Twitter. On disait que c'était très contrôlé. Non, mais là, elle a dit ce qu'elle voulait dire, la campagne à l'époque du président. Mais simplement, elle a fragilisé sur un sujet fondamental qui est l'autorité. Et ça l'a fragilisé pour un long moment. Et si aujourd'hui, il est encore bas dans les sondages sur ces items-là, je parle des items d'autorité, je crois que ce tweet... C'est beaucoup à cause de ce tweet. Ce tweet a été d'une violence rare. Donc, à un moment donné, vous pouvez être le meilleur communicant, et je m'adresse aux meilleurs qui sont à côté de moi, pour répondre, à un moment donné, vous avalez votre salive. Que peut provoquer, à certaines conditions, les réseaux sociaux. Oui, c'est pas n'importe quel tweet non plus. Non, parce qu'il y a beaucoup de déchets, évidemment. Il y a même plus de déchets que de production de sens. Mais quand parfois ça touche juste, c'est un mouvement assez formidable et qui surprend. Les politiques quand même. Alors, en préparant l'émission, je vous ai demandé à chacun quel moment vous avez personnellement, dans votre exercice, le plus marqué sur ces 15 ans. Alors, Christian Gravel, pour vous, c'est la campagne de 2012, la visite du candidat Hollande à Florange. Alors, Florange, je le rappelle, où le groupe Mittal allait fermer le dernier haut fourneau de Lorraine. Une visite marquée par une image, celle du candidat Hollande montant sur le toit de la camionnette des syndicalistes et par un engagement. C'est pas la première fois que je viens ici en Lorraine. J'étais encore il y a peu à Gandrange pour rappeler les promesses qui n'avaient pas été honorées. Je viens donc devant vous prendre des engagements.
quand on prétend à la présidence de la République, on doit croire à son industrie, à l'industrie sidérurgique, à l'industrie moderne, à l'industrie d'avenir, et qu'on va tout faire pour que des sites comme cela puissent vivre et puissent se développer et se moderniser. Voilà mon message devant vous. Je ne suis pas venu un matin, c'est vrai, je le conçois, de bonne heure. Je suis venu à l'heure du repas, manger la merguez. Eh bien, je ne sais pas s'il y a une bonne heure. S'il faut venir le matin, le midi ou le soir, ce qui compte, c'est de parler et de tenir parole. Voilà, ce qui compte, c'est les engagements et les promesses. Il faisait aussi allusion à Nicolas Sarkozy qui avait été à Gandrange sur un autre site et qui n'avait pas tenu ses promesses. Le problème, c'est que cette promesse est peut-être revenue un petit peu en boomerang à François Hollande. On y reviendra. Mais d'abord, sur le moment, pourquoi vous dites que ce moment est aussi marquant? C'est vrai que ça, pour le coup, ça avait frappé les esprits. On est à un moment de la campagne où les tensions, évidemment, s'exacerbent, où le candidat de la droite met en avant la question sociale et notamment la question de l'emploi sur les sites industriels. Avec différents sites visités. Et la décision est prise très rapidement en quelques heures, simplement entre le candidat et son directeur de la communication, Manuel Valls, à l'époque. Et dans la soirée, on organise la visite le lendemain matin. D'accord, en réponse finalement au redressement dans les sondages pour de Nicolas Sarkozy. Pour essayer d'éviter que les images savamment orchestrées par l'adversaire permettent de marquer les esprits et de donner l'impression que le candidat de gauche est éloigné de ce qui constitue au passage l'un des symboles de l'histoire de la gauche française. Revenir sur un site sidérurgique, avec les images qui circulent en boucle derrière nous, c'est extrêmement important. Avec l'idée d'une proximité qui sera au cœur de sa campagne et qui sera un levier essentiel lui permettant de faire la différence par rapport à Nicolas Sarkozy. Donc il y a un discours sur la volonté de diversifier, d'assurer la diversification industrielle de la France. Il y a surtout un discours sur la volonté de préserver les emplois sur Florange. On y reviendra, parce que cet engagement a été tenu, et pas que celui-ci. Et derrière, il y a une volonté, dans un contexte où justement on n'est pas dans une communication présidentielle, on est dans une commission de campagne. Les images sont mal cadrées, on est très loin du protocole. L'idée d'aller sur une camionnette et d'ensuite aller manger des merguez avec des ouvriers, ça peut faire sourire. Il n'empêche que, l'ayant vécu de l'intérieur, c'était un moment authentique. Et ça marque. Voilà. Et par rapport à l'imaginaire de gauche auquel on s'adressait, c'était un moment, il me semble, important. D'accord, ça c'est pourquoi ça a été important sur le moment. Je vois que vous n'avez pas l'air... Oui, alors attendez, on va juste laisser réagir Elisabeth Chablé sur l'impact. Moi, je ne suis pas d'accord que dans une campagne, ça marque, mais après ça, dans la lignée des promesses non tenues, ça marque aussi. Parce que je remarquerais quand même que ça s'est terminé par un an après, une stèle de marbre, où les ouvriers ont marqué en hommage aux promesses non tenues aux ouvriers et à leurs familles. C'est-à-dire qu'elles ont été tenues, parce qu'il n'y a pas eu... Voilà, parce que donc moi, je veux bien que ça symbolise une mesure de gauche, mais... alors attendez, juste pour les téléspectateurs, effectivement, les promesses ont été tenues parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de licenciement sec sur le site, mais la promesse de sauver les hauts fourneaux n'a pas été tenue. Il y a un très bon livre d'Alain Finkielkraut qui s'appelle Le Juif imaginaire. J'ai envie aujourd'hui de parler de la gauche imaginaire. C'est-à-dire que nous sommes face à une image, bien évidemment, qui est une image de campagne qu'on peut comprendre, avec un homme qui a passé son temps à faire des meetings. C'est un chauffeur de salle, François Hollande, il ne faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui allait dans les meetings, du matin au soir, pendant 10 ans. Il a fait toute la France. Bon, il n'en reste pas moins que nous sommes dans une gauche imaginaire. Pourquoi? Il suffit de regarder les départementales. Le Parti socialiste n'a présenté aucun candidat ouvrier. Donc, on est dans ce décalage qui est un décalage extrêmement important. Vous dites cette image, elle est réussie, mais elle est en décalage avec la réalité. Elle a un problème, cette image, c'est qu'elle est tellement réussie. Elle est tellement belle, elle est formidable. Oui. Elle est formidable. Il y a les images dans la brume avec les feux qui brûlent, le candidat qui escalade la camionnette. On est dans un film italien des années 60. On a l'impression de voir une scène de la classe ouvrière va au paradis, avec en plus l'idée de faire bouger un petit peu la caméra, qui là le fait naturellement. Le problème, c'est qu'elle est trop belle pour la suite. Elle est trop belle pour après, parce qu'elle est une image d'espoir et elle appelle. Mais quand on l'a fait au moment, elle est formidablement réussie. Y a pas mais elle revient en boomerang. Un petit mot sur la suite aussi, parce que trop belle, finalement, trop réussie, donc porteuse d'espoir et de déception. Bien sûr, pour certains, très important. Passage dans l'exercice du pouvoir et gestion de ce dossier épineux. Je ne reviens pas sur le détail des négociations avec Mittal, on s'en rappelle à peu près. Il n'empêche que là où il y a un mea culpa à faire, c'était sans doute sur le manque de clarté, de pédagogie
au moment où l'accord est passé avec ArcelorMittal pour expliquer ce qui se passe. Parce que Des tout mois ça, après, tout ça est effectivement. parasité par un conflit, on va peut-être y revenir, politique entre le Premier ministre de l'époque et son ministre du Redressement productif, Arnaud qui Montebourg. occupe l'espace médiatique et qui explique le fait que l'intention est portée sur ce conflit-là interne. Alors qu'il aurait fallu faire abstraction de cela, évidemment, et faire en sorte de pouvoir faire acte de pédagogie sur les engagements, les emplois non seulement qui ont été maintenus, mais il y a eu des créations d'emplois par la suite. Le président de la République s'est engagé à revenir chaque année sur le site. C'est quand même une preuve aussi. C'est un minimum quand même. Non, d'accord, mais tout le monde ne l'a pas fait. C'est une preuve, entre guillemets, de courage et d'honnêteté. Vous dites que ce n'est pas tellement le problème de communication sur l'image du moment, ça a été sur la suite, la gestion du dossier. Par la suite, alors, attendez, on ne va pas refaire clairement. Florange. Alors, on a fait une émission entière sur le sujet, donc on ne va pas refaire Florange. En tout cas, c'était intéressant de revenir sur cette image très forte. Et je vais passer à Claude Posternac. À vous aussi, je vous ai demandé quel moment vous avez personnellement le plus marqué sur ces 15 ans. Alors, ça concerne aussi la campagne de 2012, décidément, avec le fameux thème du changement qu'on a évoqué. Le changement, c'est maintenant, fameux slogan, un des rares slogans de campagne d'ailleurs qui a vraiment marqué les esprits. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Eh bien le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Mobilisons-nous. Rassemblons-nous et nous réussirons le changement. Le changement, j'y suis prêt. Vive la République et vive la France. Voilà, le changement, c'est maintenant. Là aussi, c'est l'ambiance de la campagne. Alors, pourquoi ce moment vous a marqué, D'abord, justement je vais faire un préalable. Dans mes relations avec Martine Aubry, je n'ai jamais été conseiller de communication de Martine Aubry, puisque le seul conseiller de communication de Martine Aubry, c'est Martine Aubry. Donc, je ferme la parenthèse. Bon. Parenthèse close. Il en reste pas moins que sur le changement. Oui, c'est un souvenir. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Martine Aubry est la patronne du PS. Et il travaille sur le projet socialiste. Et Martine Aubry souhaite que ce projet socialiste ne reste pas à Solferino pour pas qu'il y ait des fuites. Donc ce projet socialiste, je le retrouve chez moi. Donc j'ai Jean-Marc Germain qui m'appelle tous les jours pour changer une phrase, etc. Et un jour, je dis à Martine, on ne va pas l'appeler du nom qu'il devait avoir. Je dis, il faut lui donner un nom qui soit fort. Et je lui propose deux noms. Un, le changement. Et un deuxième nom qui sera repris par ailleurs et qui est, pour l'anecdote, une réminiscence d'un slogan que j'avais fait pour elle au moment de sa campagne de Lille où elle avait gagné avec l'avenir aime Lille. Et je lui propose deux slogans qui est le changement et à côté l'avenir aime la France. Et d'ailleurs on retrouve les deux puisque le changement devient le projet socialiste et l'avenir aime la France et l'ouverture de chapitres signés. Bon, alors pourquoi ça reste fort pour moi ? Parce que en préalable, je vous ai parlé d'un double mensonge qui s'appelait la rupture et le changement. Moi, je suis responsable de ce slogan qui a été développé après dans la primaire donner un nom au changement. Et je tiens à m'en excuser auprès des électeurs, en fait, c'est pour ça auprès des électeurs de droite et encore avant. plus auprès des électeurs de gauche. D'accord. D'accord, donc il était là aussi, on a envie de dire, trop réussi ce slogan quelque part. Mais c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société, vous avez un Front National qui est à 30% avec des partis républicains qui font le grand écart, c'est-à-dire qui se permettent dans des campagnes de dire n'importe quoi, il suffit de... D'accord, non mais c'est rare un communicant qui s'excuse pour un slogan comme ça. Je m'excuse parce que c'est insupportable pour ce que vivent les Français. Et on arrive à une situation aujourd'hui que 77% des Français ne souhaitent pas Nicolas Sarkozy comme candidat en 2017 et François Hollande, on ne le souhaite pas comme candidat à 76%. Là aussi, c'est un slogan qui revient boomerang. Un mot sur ce slogan aussi ? Non, mais les mots pauvres, et changement est un mot pauvre, les mots pauvres ont la qualité de permettre aux gens de mettre ce qu'ils veulent dedans et de laisser c'est ça, les gens ont trop investi ce mot. Mais sans aller jusqu'à prononcer des excuses, il faut bien reconnaître qu'à un moment donné, dans l'élaboration de thèmes de campagne, il y a un moment donné, il y a toujours deux types dans la réunion, ou trois dans les bonnes équipes, qui disent « mais tu sais bien qu'on n'y arrivera pas, qu'on le fera pas, ça, que c'est pas possible, que cette proposition-là, elle ne peut pas dans les 5 ans venus. » Et vous avez toujours deux, trois types, et en général les communicants qui disent « on s'en fout, faut bien gagner ».
faut bien dire le truc parce que ça permet de gagner. Et en général, c'est ce qu'a dit Claude. Non, mais en général, c'est ceux qui sont porte-parole du cynisme. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien de dire que la suprématie de la politique doit s'imposer, y compris sur les exigences de communication. Juste un petit commentaire, parce que le changement, c'est simplement la cerise du gâteau. Le vrai problème, c'est le gâteau. C'est lorsque vous faites un projet, et en particulier un projet socialiste, où vous arrivez à mettre d'accord aussi bien Manuel Valls que Martine Aubry, etc., etc. Bien évidemment, c'est pas un programme de gouvernement. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est une tarte à la crème sur lequel tout le monde va se reconnaître. Une motion de synthèse de congrès. Mais ça fonctionne pas, parce qu'aujourd'hui, le congrès, il se fait à l'Assemblée nationale. Et les Français payent cher ce refus des choix. Juste un mot. Dans les 15 années, le phénomène aussi extraordinaire, c'est que voilà un parti, le Front National, qui a une mauvaise communication, qui n'est pas très bon, etc. Là, vous avez retenu aucun moment du Front National parmi les moments marquants. Parmi les meilleurs marquants, mais en même temps, ça marche. Et donc, il faut se dire qu'à un moment donné, les courants politiques, la force du politique, elle est supérieure à toutes les arguties de communication. Et alors, pour finir, j'ai pris vos moments marquants. Bon, Elisabeth Chavelet, on était venu sur vos moments marquants, effectivement, à travers les extraits, les images de Paris Match qu'on a commenté ensemble. Alors, Jean-Luc Manœuvre, vous n'avez pas voulu donner de moments marquants. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Parce que c'est ce que je viens de dire. Session de rattrapage, voilà. C'est ce que je viens de dire. Je crois que c'est le fait que l'échec collectif, c'est de ces 15 ans, c'est qu'il y a un phénomène qui est monté, qui est celui du Front National. Et donc, on doit se poser la question sur le rapport qu'il y a entre des mouvements qui sont des mouvements profonds, qui viennent des nappes phréatiques de ce pays, de leur pollution extrême, et de l'impuissance, dans une certaine mesure, du discours ou d'une partie du discours. Et de la communication aussi, et de la communication politique, d'accord, et c'est pour ça que vous n'aviez retenu aucun moment, et qu'il n'y a eu aucun moment, effectivement, de communication retenue, puisque ça partait aussi de vos propositions concernant le Front National sur ces 15 ans. Eh bien, merci à tous les quatre pour ce retour à l'occasion des 15 ans de Public Sénat. Je le rappelle, merci à Marie Lebon et Fanny Gouja qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laurent Ferré qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les.